Cher maître, chers confrères, honorable assistance, c'est un grand honneur pour moi aujourd'hui de partager avec vous ce travail sur les insulines basales de deuxième génération, comment faire un choix personnalisé. Tout d'abord, je tiens à remercier le professeur Jamal Belkhadir pour l'invitation et je tiens aussi à remercier les laboratoires Sanofi pour leur confiance. En guise d'introduction, comme vous savez, le diabète de type 2 est une maladie. Une fois déclarée, on sait pertinemment qu'il y a environ 50% du capital sécrétoire bêta qui reste. Donc, cette capacité cellulaire bêta ne cesse de diminuer au fur et à mesure que le diabète avance. Et donc, c'est une maladie de la cellule bêta qui ne peut plus subventionner les besoins du patient, qui ne peut plus faire face à une insulinorésistance. Donc c'est une maladie hétérogène et certes c'est une maladie héréditaire. Et comme vous pouvez le voir, donc nous avons, avec la publication de nouvelles études, donc nous avons pu décrire une palette du diabète de type 2. Et comme vous pouvez voir, les différents mécanismes physiopathologiques, que ce soit l'insulinorésistance hépatique, l'insulinorésistance des tissus périphériques, l'altération de l'effet incrétine, l'insulinodéficience, l'hyperglucégonémie, etc. Et donc, en fonction de la participation ou la présence ou l'absence de ces facteurs-là, on aura plusieurs phénotypes. Et donc, on n'a pas un seul diabétique, on a plusieurs diabétiques, plusieurs types de diabétiques, et chaque diabétique a une empreinte particulière. Et donc, comme vous pouvez voir pour les patients A et B et C, ils ont la même hémoglobine glyquée, mais ils auront besoin de thérapies différentes et ils auront des évolutions en matière de complications différentes parce que, comme vous pouvez constater pour le patient A, il a l'insulinorésistance hépatique qui est très très dominante versus les autres facteurs physiopathologiques, tandis que les autres patients, ils ont, je dirais, la participation à des degrés différents de différents facteurs et mécanismes physiopathologiques. Aussi, on peut avoir un patient D qui n'est pas encore déclaré diabétique, mais qui a la prédisposition génétique avec, je dirais, une autre association de mécanismes physiopathologiques et qui va aboutir à une autre évolution, je dirais, différente des autres diabétiques qu'on vient de voir. De ce fait, de ce fait, la complexité des mécanismes physiopathologiques du diabète de type 2 maintenant est confirmée. Aussi, les différents modes évolutifs, comme on vient de voir, on a toujours dit qu'une fois le diabète type 2 est déclaré, on a environ 50% du capital sécrétoire bêta qui reste, mais il y a des, je dirais entre grands guillemets, des progresseurs qui seront insulinonécessitants rapidement et des non-progresseurs entre grands guillemets qui vont passer 10 ans, 15 ans sous ADO sans qu'ils deviennent insulinonécessitants. Aussi pour, je dirais, les moyens thérapeutiques et leur efficacité, nous avons la notion des bons répondeurs et nous avons la notion des mauvais répondeurs. Et pour répondre à ça, nous avons cette publication en 2022 sur la typologie du diabète de type 2. Et donc, aujourd'hui, on peut prévoir les complications qui peut développer notre patient diabétique de type 2. On peut même, je dirais, ajuster le traitement en fonction de son profil phénotypique. Parce que, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, on parle de thérapie de précision, de diabétologie de précision. Et donc, par exemple, il y a des sous-groupes où le fait de les mettre sous metformine pendant 8 ans, 10 ans, ça ne va pas résoudre leur problème. Bien au contraire, peut-être ils vont faire des complications. Ou même le fait de commencer par une monothérapie et attendre son échec pour passer à la bithérapie. Maintenant, avec l'étude Verify et l'effet de la bithérapie d'emblée chez certains patients, on a prouvé que ça retarde même l'insulinothérapie après de 5 ans versus les patients qui n'ont pas bénéficié d'une bithérapie d'emblée au départ. Et donc, je dirais, cette nouvelle typologie du diabète va peut-être dans le futur proche remplacer la classification du diabète maintenant
Et peut-être on n'aura plus ce diabète type 1, type 2, on aura peut-être ces différents sous-groupes qui prennent en considération surtout les mécanismes physiopathologiques et qui permettent de prédire les complications qu'il peut avoir notre patient et justement d'avoir une thérapie, je dirais, plus adaptée à son profil pour éviter la survenue de ces complications et bien sûr contrôler, équilibrer son diabète. Et comme vous pouvez voir ici, par exemple, entre ces deux groupes-là, ils ont tous les deux un BMI élevé avec une insulinorésistance, mais là, vous pouvez constater que c'est une insulinorésistance intermédiaire, tandis que là, c'est une insulinorésistance importante, et donc la différence entre les complications, je dirais, elle est phénoménale. Et donc, cette typologie, cette nouvelle typologie de diabète, ces clusters permettent vraiment d'ajuster le traitement, de prédire les complications qu'il peut faire notre patient. Tous les patients ne font pas la dysfonction érectile, tous les patients ne font pas la rétinopathie, tous les patients ne font pas le pied diabétique. Et donc, cela, vous avez toujours constaté cela chez vos patients. Mais maintenant, avec cette nouvelle typologie, on peut vraiment ajuster le traitement et voire même on peut parler dans un futur proche de la prévention du diabète chez ces patients-là. Donc, au XXIe siècle, à la troisième décennie du XXIe siècle, nous disposons de classes thérapeutiques nouvelles, je dirais fantastiques, pittoresques, avec des bénéfices sur le plan cardiovasculaire énormes. Nous avons les insulines de nouvelle génération, surtout les insulines basales qui sont actuellement adoubées. Nous avons des moyens de suivi avec un immense progrès, tout ce qui est time in range, tout ce qui est les haltères glycémiques, et j'en passe. Bien sûr, tout cela retentit sur la qualité de vie du patient, la flexibilité de la prise des médicaments hebdomadaires, tout ce qui est l'autosurveillance glycémique avec les haltères glycémiques que le patient est obligé de s'autopiquer, etc. Tout ça améliore la qualité de vie du patient et nous permet, je dirais, de parler, de voir dans un futur proche la diabétologie de précision devenir une réalité, que ce soit en matière de prise en charge du diabète, voire même l'éviction de ces complications. Cette prise en charge du diabétique de type 2, surtout, on doit intégrer dans cette prise en charge la responsabilisation du patient pour avoir des résultats, je dirais, meilleurs. Le premier point, c'est les mesures hygiéno-diététiques qui sont indispensables. On ne pourra jamais s'en passer des mesures hygiéno-diététiques. On ne pourra jamais, je dirais, s'en passer la baisse pondérale chez le diabétique de type 2 qui est en surpoids ou en obésité. Maintenant, nous disposons de médicaments qui agissent sur, je dirais, le poids ou des médicaments qui n'aggravent pas la prise pondérale. C'est un point très important en matière de prise en charge du diabétique. Donc, l'activité physique, les mesures hygiéno-diététiques restent indispensables et, je dirais, une pierre angulaire toujours de mise en matière de prise en charge. Et, comme on vient de voir, la classification des patients en fonction des mécanismes physiopathologiques permettant, d'une part, d'adopter des stratégies thérapeutiques stratifiées, bien codifiées et adaptées au profil patient, et bien sûr, éviter la survenue des complications chez nos patients. En utilisant bien sûr les outils modernes de suivi, surtout ça permet la surveillance au quotidien de nos patients au lieu d'attendre 3 mois pour que on a une hémoglobine glyquée. Maintenant, avec les moyens dont on dispose, on peut éviter à notre patient les hypoglycémies sévères, on peut éviter à notre patient la variabilité glycémique et plusieurs points. L'amélioration de la qualité de vie et surtout la réduction par l'équilibre, je dirais, de ces paramètres métaboliques, la réduction du risque des complications, surtout dégénératives. Pour, je dirais, résumer cette prise en charge, donc nous avons besoin d'une approche qui touche les différents mécanismes physiopathologiques du diabète de type 2, avec des traitements certes efficaces sur l'HbA1c qui restent toujours prioritaires, mais qui ont, je dirais, cerise sur le gâteau, un effet bénéfique sur le plan cardiovasculaire, voire au moins un effet neutre, et bien sûr, toujours penser à l'évolution du diabète de type 2 et essayer de prévenir
ralentir, voire même substituer le déclin de la fonction des cellules bêta. Et comme je vous ai dit, parmi les résultats essentiels de l'étude Verify, c'est que la bithérapie d'emblée chez certains patients a permis de retarder qu'ils deviennent insulino-nécessitants au moins de 5 ans par rapport au groupe de contrôle. C'est un point très très important, prévenir, ralentir et substituer bien sûr le déclin de la fonction cellulaire bêta. Comme je vous ai dit, l'hémoglobine glyquée est toujours prioritaire, mais pour éviter les complications macroangiopathiques, ça a été prouvé par l'étude du KPDS et plusieurs études, l'hémoglobine glyquée à lui seul ne suffit pas. Il faut éviter surtout la variabilité glycémique et les hypoglycémies. Et plus on réduit la variabilité glycémique et les hypoglycémies, plus on réduit, comme vous pouvez le voir sur cette publication de l'Humonier de 2022, on va réduire la flèche rouge qui représente le risque de complications, je dirais, chez nos patients diabétiques. Passons à l'insulinothérapie. Après, je dirais, l'échec des ADO à dose maximale, qui est une situation très fréquente, qui est souvent mal vécue par les patients, mais qui doit être expliquée par le thérapeute comme étant une étape dans la maladie, et ce n'est pas une ligne rouge ou une frontière entre une maladie banale contrôlable et une maladie plus sévère, et ce n'est pas un signe d'échec, ni une punition. Mais aussi, il ne faut pas la différer, il faut lutter contre l'inertie thérapeutique parce que, comme on dit toujours, la mémoire métabolique se paie toujours et avec des conséquences lourdes au long cours. Pour l'insulinothérapie, c'est toujours selon la date 2023, donc c'est la basalothérapie. Donc commencer par une basale, basale plus 1, 2 plus, basale bolus avec 3 injections de bolus de rapide. En cas d'échec, on rajoute un analogue de GLP-1 s'il n'est pas déjà utilisé, ou bien sûr, on peut faire appel à 2-NPH ou le schéma prémixé. Mais cette insulinothérapie, chez notre patient, on a des barrières à l'intensification par l'insuline après l'échec des ADO à dose maximale. Il a peur des hypoglycémies, l'adhérence, la réluctance par rapport aux injections multiples, les schémas complexes, le coût, les bandelettes, les lancettes, les aiguilles, le coût de l'insuline et bien sûr d'autres barrières, je dirais, les techniques d'injection, l'autosurveillance et d'autres barrières. Et donc, il faut éclaircir tout ça, je dirais, adapter une approche, je dirais, très simple avec notre patient pour lutter contre cette, je dirais, résistance ou refus à l'insulinothérapie. Pour les insulines basales de deuxième génération, mais avant de les traiter, on va parler des insulines de première génération, notamment la glargine U100. Est-ce qu'on peut la considérer actuellement, en 2023, comme, je dirais, has-been? Ben non, elle est toujours utilisable. Il y a toujours des profils patients qui ont besoin de cette glargine U100. Les insulines de deuxième génération viennent pour élargir l'arsenal thérapeutique, pour prendre en charge de manière meilleure certains profils patients dont ils ont besoin. Donc, nous n'allons pas revenir en détail sur la pharmacocinétique et la pharmacodynamique de ces insulines basales de deuxième génération. Certes, vous les connaissez par cœur, mais on va essayer de voir quand et comment choisir entre ces insulines basales et comment les placer, comment les situer dans la prise en charge du patient diabétique de type 2, surtout le diabétique de type 2 marocain. Là, je partage avec vous une publication de mai 2023 qui utilise, je dirais, les sous-groupes, les clusters qu'on vient de voir au début de la présentation, et surtout l'impact sur l'HbA1c, sur la glycémie à jeun et le nombre d'unités en fonction de ces sous-groupes de la glargine. Et comme vous pouvez voir, le sous-groupe qui a une insulinodéficience précoce, il a besoin de plus d'unités, il a besoin de ces unités pour atteindre rapidement une HbA1c et, je dirais, une glycémie à jeun aux objectifs. Tandis que pour le reste, les autres groupes, notamment qui ont une insulinorésistance, ils ont besoin de plus d'unités pour atteindre un résultat, je dirais, inférieur. Et donc, le fait de prendre en considération ces phénotypes permet, je dirais, d'améliorer la prise en charge et surtout de
même la titration va changer. L'approche, quand on va initier l'insuline, on va la titrer. En prenant en considération ces différents phénotypes, on va faire profiter notre patient, je dirais, de manière plus importante de cette intensification. Et comme vous pouvez le voir, que ce soit atteindre l'HbA1c moins de 7% ou une glycémie à jeun moins de 1 gramme après 24 semaines, chez les groupes qui ont toujours un capital sécrétoire bêta, en mauve, vous pouvez constater qu'ils vont rapidement atteindre les objectifs parce qu'ils ont toujours un capital sécrétoire et donc cette insuline basale rajoutée va juste complémenter ou je dirais compléter le déficit qu'ils ont, tandis que chez les patients qui ont vraiment une insulinodéficience importante, ils auront eux aussi, je dirais, une glycémie à jeun aux objectifs parce qu'ils n'ont plus de sécrétion de base, mais ils auront plus de temps, surtout avec une titration qui serait, je dirais, un peu step by step, plus de temps pour atteindre l'hémoglobine glycée à moins de 7%. D'où la nécessité d'une approche individualisée, même après l'initiation d'une insuline basale, en fonction de ces sous-groupes ou ces clusters. La glargine U300, je ne vous apprends rien, c'est une insuline basale de nouvelle génération qui a un profil stable, qui dépasse les 24 heures, peut atteindre jusqu'à 36 heures, qui a une faible variabilité glycémique. On va essayer de la comparer avec les autres insulines de deuxième génération. On va commencer par les similarités. L'efficacité sur l'HbA1c, c'est similaire, il n'y a pas de différence statistiquement significative entre les deux insulines. Aussi, en matière des 8 points de l'autosurveillance, il n'y a pas de différence, donc pratiquement les courbes sont superposées. De même, pour la glycémie à jeun, aucune différence entre la glargine U100 et la degludec. Chez le diabétique de type 1, la fameuse étude INRANGE qui a comparé head-to-head les deux insulines, la glargine U300 et la degludec, pas de différence. Il n'y a pas de différence, il y a pratiquement les mêmes résultats dans les deux bras. La même chose pour la prise de poids. Avec les deux insulines, la prise de poids est pratiquement similaire. Après avoir traité les similarités, maintenant on va commencer, je dirais, l'épilogue de cette présentation qui sont les différences entre les deux insulines. On va commencer par les hypoglycémies et surtout les hypoglycémies pendant la période de titration après l'introduction de l'insuline chez les patients insulino-naïfs pendant 12 semaines, 3 mois. Cette période, c'est une période charnière. Les patients qui font beaucoup d'hypoglycémie pendant cette période risquent de faire des hypoglycémies après. C'est une période, comme je vous ai dit, charnière très importante. Et donc, on constate une supériorité de la glargine U300 versus la degludec pendant cette période en matière d'hypoglycémie pendant toute la journée. Aussi, en matière d'hypoglycémie nocturne, pendant cette période de titration, pendant cette période charnière, on constate une supériorité de la glargine U300 versus la degludec. Et donc, c'est un point très important, cette supériorité pendant les 12 premières semaines après l'introduction de la glargine U300 versus la degludec. Deuxième point de différence, c'est la fonction rénale moins de 60 ml par minute, une fonction rénale altérée. Chez les patients qui ont un DFG moins de 60 ml par minute, on constate, comme vous pouvez le voir, une supériorité de la glargine U300 versus la degludec. Que ce soit en matière de la baisse d'HbA1c, comme vous pouvez le voir ici, que ce soit à la 12e semaine ou à la 24e semaine, les patients qui ont un DFG moins de 60 ml par minute, ils ont une baisse plus importante de l'HbA1c avec la glargine U300 versus la degludec, l'insuline degludec. Aussi pour la glycémie à jeun, de même, la même constatation, nous avons une
baisse de la glycémie à jeun plus importante avec la glargine U300 versus l'insuline degludec chez les patients qui ont un DFG moins de 60. Et cela sans augmenter le risque d'hypoglycémie, qui reste toujours plus important chez les patients sous insuline dégludée qui ont un DFG moins de 60 ml par minute. Un autre point, c'est le sujet âgé de plus de 70 ans. La baisse de l'hémoglobine glyquée chez cette catégorie de patients qui devient plus fréquente avec la transition démographique que connaît notre société, la glargine U300 est plus efficace en matière d'hémoglobine glyquée chez cette catégorie de patients âgés de plus de 70 ans versus l'insuline degludec. Toujours en matière de différence maintenant en faveur de l'insuline degludec versus l'insuline U300, c'est le nombre d'unités. Avec la glargine U300, nous aurons besoin de plus d'unités pour avoir le même effet, 10 à 15% selon les études, comme vous pouvez voir là en rouge. Après, je dirais 24 semaines, 0,11 unités par kilo de différence en faveur de l'insuline degludec cette fois versus l'insuline glargine. Et plusieurs études parlent d'une différence de 10 à 15% d'unités. Mais malgré cette différence qui est en faveur de l'insuline degludec, si on compare le prix, le coût d'unité de la glargine U300 versus que ce soit les insulines de deuxième génération ou même les insulines de première génération, elle a le coût unitaire le plus faible. Si vous prenez les 579 dirhams de la boîte des 3 stylos sur les 1350 unités que contiennent ces deux boîtes, vous aurez 0,42 approximativement dirhams par unité. Et donc, même si je rajoute les 10, les 15% de différence, je resterai toujours moins et loin du prix unitaire par rapport à l'insuline degludec et même aux insulines de première génération. Toujours en matière de différence, on continue. Chez les diabétiques type 1, nous avons vu pour l'étude INRANGE, il n'y avait pas de différence, mais pour l'étude UltraFlexi 1, chez les diabétiques de type 1, après exercice physique. Comme vous pouvez constater sur la diapositive, on peut utiliser les deux insulines chez le diabétique de type 1 sans problème, mais pour le risque d'hypoglycémie, on est obligé de réduire la dose de l'insuline degludec de 25% le jour de l'exercice. Tandis qu'avec la glargine U300, il n'y a pas de surrisque d'hypoglycémie. Et donc, c'est un point très important pour sensibiliser nos patients diabétiques de type 1 et peut-être même les diabétiques de type 2 au moment de l'exercice. Et surtout, les patients sous insuline de deuxième génération, avec la degludec, de diminuer la dose de 25% le jour de l'exercice, comme vous pouvez voir sur cette étude récente. Tout ce qu'on a vu comme étant différence et peut être expliqué par plusieurs mécanismes. Je vais citer un que je trouve important, c'est le rôle de l'albuminémie dans la différence entre l'insuline glargine U300 et la degludec en matière d'hypoglycémie. Et comme vous savez, la degludec, quand elle quitte le tissu sous-cutané, elle va se lier à l'albumine pour atteindre le tissu cible. Et puis, elle va se séparer de cette albumine pour se lier au récepteur de l'insuline. Tandis que la glargine U300, elle ne se lie pas à l'albumine. Même l'insuline détémir de première génération, elle se liait à l'albumine. Mais le problème, c'est que le seuil de l'albumine, le cut-off, comme on dit en matière d'albumine, le seuil, c'était à 30 grammes par litre pour la détémir, tandis qu'il est de 38 grammes par litre pour la degludec. Et là, la conclusion de cette étude, qui est vraiment très importante, il faut toujours prendre en considération ce seuil d'albumine chez les patients, surtout pour le risque d'hypoglycémie et surtout pour le risque d'hypoglycémie nocturne, parce que la degludec, comme je vous ai expliqué, et comme vous pouvez voir sur les résultats significatifs, que ce soit l'hypoglycémie diurne et nocturne, et même l'hypoglycémie nocturne, c'est la même constatation, le résultat est significatif, il y a un surrisque d'hypoglycémie. Tandis que la glargine E300,
Elle n'est pas infectée par ça. Donc, elle peut être utilisée de manière safety chez le sujet âgé, chez le sujet qui a un DFG altéré, moins de 60 ou même très diminué, et même chez les patients qui ont une maladie hépatique. Et c'est un point très, très important. D'où l'intérêt, comme on a vu, pour répondre à notre question, chez qui donner la glargine U300. On peut les utiliser de manière similaire chez tous les patients diabétiques de type 2, mais à un moment donné, en fonction du profil patient, l'âge du patient, son statut rénal, son statut hépatique, le risque d'hypoglycémie, le diabétique type 1 jeune avec beaucoup d'exercices et surtout, le taux d'albumine qui peut impacter tous ces paramètres qu'on vient de détailler. Et donc, pour résumer, la Tougeo, elle a une faible variabilité glycémique sur les 24 heures et au-delà, voire même 36 heures. Elle a une durée d'action, comme on vient de voir, qui dépasse les 24 heures. Un profil patient, tout patient diabétique de type 2 peut en profiter et, je dirais, utiliser la glargine U300, mais avec surtout un point très important, les sujets de plus de 70 ans, les sujets qui ont un DFG moins de 60 ml par minute, les sujets qui ont des hypoglycémies et le risque d'hypoglycémie non ressenti, les patients qui font des hypoglycémies pendant la période de titration, après l'introduction d'une insulinothérapie basale, cette insuline U300 n'a pas d'échappement, elle a un risque faible d'hypoglycémie comme vous avez vu, la flexibilité de la prise et surtout l'efficacité par rapport au coût. Malgré qu'on aura besoin de 10 à 15% de plus d'unités versus les autres insulines, mais avec 0,4 dirhams par unité d'insuline, on restera toujours loin des prix des autres insulines, que ce soit de deuxième génération ou même les insulines basales de première génération. Et bien sûr, sur le plan sécurité cardiovasculaire, nous avons l'étude Origine qui a prouvé la neutralité sur le plan cardiovasculaire de la glargine. En conclusion, l'hétérogénéité du diabète maintenant est confirmée. Ces publications récentes, permettent de souligner la différence interindividuelle, de regrouper les diabétiques en 5 groupes reproductibles associés à des trajectoires différentes dans la progression de la maladie et notamment l'insulinonécessitance ou la future insulinonécessitance et même l'apparition de complications. Et bien sûr, proposer des approches innovantes de prévention et même de traitement. En matière de comparaison entre la glargine U300 et l'insuline degludec, il y a des similarités, beaucoup de similarités, comme on vient de voir. Le contrôle glycémique similaire, la variabilité similaire qui est très faible, le gain de poids qui est le même, l'incidence d'hypoglycémie de manière générale qui est comparable. Chez les patients qui ont une fonction rénale normale, ils ont la même réduction de l'HbA1c. Chez les patients de plus de 65 ans, ils ont le même contrôle glycémique. Chez les patients de plus de 70 ans, ils ont la même augmentation des doses dans les deux bras traités par degludec ou U300, glargine U300, avec un risque d'hypoglycémie similaire. Tandis que les différences avec la glargine U300, moins d'hypoglycémie pendant la période de titration, qui est une période charnière, surtout les hypoglycémies nocturnes. Chez les patients de plus de 70 ans, nous avons une réduction de l'HbA1c plus importante avec la glargine U300 versus la degludec 100. Chez les patients qui ont une insuffisance rénale, on a une réduction de l'HbA1c plus importante avec la glargine U300 et des hypoglycémies, un risque d'hypoglycémie plus faible avec la glargine U300. Et je vous remercie.